Est-ce qu'il y a d'autres questions pour lui? Monsieur Marcel Guilavogui, rejoignez le box des accusés. Vous dites? Allez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président. Vous avez une question? J'ai demandé, personne n'a parlé. Rasseyez-vous, asseyez-vous. La première pièce là, était là. Monsieur Marcel Guilavogui, vous étiez le seul à être médicalement entretenu par le CNDD à l'époque. Est-ce que vous étiez le seul dont le CNDD prenait les soins de santé en charge à la clinique Ambroise Paré? Ah, je n'ai pas cherché à connaître cela. Bien. Vos soins, les frais de vos soins de santé, suite à l'accident que vous avez subi à Kipé, ont été payés par vous-même ou par l'État? Bon, moi, en particulier, je n'ai pas donné d'argent à la clinique Ambroise. Si? Non, moi, je ne me souviens pas de ça. Vous avez passé une nuit ou 2 nuits à la clinique Ambroise Paré? Je n'ai pas passé une nuit là-bas. Vous avez fait combien de temps? Ah, bon, comme j'étais à l'hésiter, j'ai dit 4 heures ou quelque temps comme ça, je n'ai pas trop duré. Pourquoi? Alors que le médecin vous demandait de rester, vous avez préféré entrer? J'ai décidé comme ça. Parce que vous ne souffrez réellement pas. La blessure, contrairement à vos affirmations ici, la blessure n'était que très légère. Nous disposons de la réponse, Monsieur le Président, suite au courrier que nous avons adressé à Monsieur le Directeur général de la clinique Ambroise Paré. Le 17 octobre 2022, le directeur général de la clinique Ambroise Paré appelle et bien confirmer la présence de M. Marcel à la clinique Ambroise Paré, mais du 20 au 21. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que vous êtes en train de dire et le résultat auquel nos recherches ont abouti? Vous dites 4 heures. Le médecin dit que vous avez carrément passé la nuit là-bas. C'est la première contradiction que nous avons relevée. Êtes-vous d'accord avec nous qu'il y a contradiction entre vos déclarations et le résultat qu'on nous a fait parvenir? Première observation. Oui? Moi, je ne trouve pas de contradiction dans ça. Pas de contradiction. Ensuite, est-ce que vous ne trouvez pas c'est parce que la blessure était légère? Le CNDD payait des factures faramineuses à l'égard de tous les militaires qui passaient à la clinique Ambroise Paré, qui souffraient de choses graves. Mais puisque vous, votre blessure était légère, vous avez vous-même, ne sentant pratiquement pas de douleur, demandé à rentrer à la maison. Le 21. Je n'ai pas pensé ainsi. Vous avez... C'est moi. Mais c'est à vous de demander au médecin de vous laisser rentrer. Est-ce qu'en réalité, c'est la langue qui était coupée? Moi, ma langue a été cousue. On m'a dit de rester tranquille, de ne pas parler. Et j'ai dit au docteur, je peux aller à la maison, rester cool. Il dit, mais quand tu vas, c'est risquant, mais il faut rester tranquille, sans faire de mouvement. C'est ce que je sais. Vous êtes rentré le 21 à la maison. Au service. Au service. Oui. Raison de plus, M. Marcel Guilavogui, mon capitaine. Vous êtes rentré parce que les douleurs étaient négligeables. N'est-ce pas? Vous dites? Vous êtes rentré le 21 parce que les douleurs étaient négligeables. Le mal était léger. Ah, ça c'est selon vous. Moi, je sentais. Et mieux, M. Marcel,
Rappelez-vous que du 21 alors au 27, vous vous étiez complètement rétabli de votre mal. N'est-ce pas? Non. Oui ou non, donc cela vous a permis de prendre part aux atrocités du stade du 28 septembre. Je n'ai pas été au stade 28 septembre, monsieur le procureur. Vous y avez été. Non. J'ai demandé d'avouer, je ne vous oblige pas, mais si vous avouez, cela militera en votre faveur. Si vous continuez à vous placer dans une logique de dénégation des accusations portées à votre encontre, puisque c'est exact, vous ne faites que, M. Marcel Guilavogui, vous enfoncer davantage. Est-ce que vous en êtes conscient? Je n'ai pas bien compris votre question. Je dis bien, est-ce que vous savez qu'en continuant à nier les faits pertinents, les faits déjà clairs, nous, dans notre esprit, est-ce que vous savez qu'en continuant à nier ces faits, vous ne faites que vous enfoncer davantage dans cette affaire? C'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est la vérité selon vous. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que vous étiez là. Qui blessait les leaders? Avec les armes blanches. Ça, ce n'est pas Marcel. Ce n'est pas Marcel. Qui était à la tête de cette équipe venue de Kalea? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Vous pensez qu'en niant, vous allez vous en sortir, M. Marcel? Je ne nie pas, monsieur le procureur. Mais vous êtes en train de nier, justement. Non. Monsieur Marcel Guilavogui, mon capitaine, est-ce que vous savez qu'en dehors des leaders politiques, certaines personnes vous ont reconnu? Je ne sais pas. En raison de vos fréquentations d'alors, quand vous étiez libre là, vous avez beaucoup fait parler de vous, vous le savez? Vous dites? Est-ce que vous savez qu'avant les événements du 28 septembre, vous étiez déjà connu à Conakry? Ah, je ne sais pas. Ce fait qu'on n'avait pas besoin d'être un leader politique, on n'avait pas besoin d'être au camp pour savoir qui est le lieutenant d'alors, maintenant capitaine, Marcel Guilavogui. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez que vous étiez connu? Avant tous ces événements, moi j'étais à Conakry. Oui. C'est ici que j'ai fait mon service. Mais de par votre train de vie, vous le savez, de par votre manière et des lieux que vous fréquentiez, est-ce que vous savez que vous étiez déjà connu et votre nom était sur toutes les lèvres? Quand tu vis dans une société, tu seras connu. Oui, il y en a qui vivent mais qui ne sont pas connus. Mais dans sa société, ils vont le connaître parce qu'ils vivent dans cette société. Alors, si les leaders politiques, si certains de vos compagnons ont soutenu mordicus vous avoir vu le 28 septembre en deux endroits, c'est-à-dire au stade du 28 septembre, ensuite à la clinique Ambroise Paré, vous ne trouvez pas que cela soit vrai, puisque tout le monde ne peut pas se tromper à la fois? Cela n'est pas vrai. Est-ce que vous savez que quand tout le monde se trompe, c'est que tout le monde a raison? Je ne sais pas, monsieur le procureur. Monsieur Moussa Keguro Kamara, pour en venir à ce que vous avez dit ici, et soutenu par vos avocats, il a donné plusieurs versions autour de votre personne. Il vous a fermement vu, il reconnaît fermement vous avoir vu au stade. Vous vous rappelez de cette version? La seconde, il vous a vu à distance. Vous vous rappelez de cette version? Oui. La troisième, il a vu quelqu'un qui ressemble à Marcel. Vous vous rappelez de cette version? Oui. Mais est-ce que c'est ce que Jean-Marie Doré a dit? Je ne sais pas. Est-ce que Jean-Marie a dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble à Marcel? Jean-Marie Doré a dit des choses que Tegboro lui-même n'a pas affirmées. Oui. Et M. Sidia Touré, lui aussi il s'est trompé. Est-ce qu'il a affirmé de la même manière que le colonel Moussa Keguro Kamara pour dire j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel?
ou bien il a soutenu vous avoir fermement reconnu à son tour à la clinique Ambroise Paré? Qu'ils viennent à la barre témoigner. Non, ils viendront. Nous allons le demander au moment venu. Nous allons demander au moment venu, M. Marcel, ne vous en faites pas, à ce que M. Sidya Touré vienne, à ce que M. Baouri vienne, à ce que M. Mohamed Seloudalé vienne, et tant d'autres témoins dont les témoignages qui ne souffrent d'aucun doute, qui ne font l'ombre d'aucun doute, seront utiles. Ce n'est quand même pas nécessaire, je crois. Ça me plaît que quand on m'attaque, on revient à la barre, on me regarde en face. Je suis d'accord, Monsieur le Président. Quand on m'attaque, on vient à la barre ici, on se regarde en face. Ce n'est pas vous. Si c'est cela, on a un dénominateur commun, c'est la justice. Merci, Monsieur le Procureur. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc calmez-vous aussi. Qu'il se calme aussi. Qui ne nous attaque pas? Vous savez, faites comme si vous étiez supérieur à tout le monde. Alors que ce n'est pas le cas. Pas du tout. Vous avez eu tout le temps. Pas de qui? Vous avez eu ah bon? Tout le monde en train de personne ne vous a dit. Bien. Monsieur Marcel Guilabogui, si le colonel Kéboro a dit avoir vu quelqu'un de loin qui ressemble à Marcel, est-ce que vous savez que telle n'a pas été la démarche de M. Sidya Touré? Est-ce que vous savez que telle n'a pas été également la démarche de feu Jean-Marie Doré? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Qui viennent témoigner, monsieur. Est-ce que vous savez que telles n'ont pas été les démarches de certains autres partis civils et témoins? Je ne sais pas. Bien. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de procéder à la lecture du rapport de garde du 19 au 20 septembre 2009. Ensuite, à la suite de cette lecture, je relèverai un passage qui me permettra de poser une question. Je vous prie de m'autoriser, Monsieur le Président. Bien. Rapport de garde du 19 au 20 septembre 2009. J'ai sous-signé Dr Bangoura Abakar Sidiki, médecin de garde. À l'époque des faits à la clinique Ambroise Paré, déclare avoir reçu ce jour aux urgences de la clinique M. Marcel, commandant adjoint de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara pour forte contusion thoracique, forte contusion thoracique, pour, je me répète, forte contusion thoracique, associée à un traumatisme maxillo-facial avec omi-section de la langue suite à un accident de tableau de bord.
accident de la voie publique, évoluant depuis 30 minutes. Heure d'arrivée approximative 16h17. Conduite tenue. Voie physique. Voie veineuse périphérique. C'est une copie. Émission d'un bulletin pour la radio thoracique, suivi d'un bilan exposant le terrain. Appel pour avis d'un chirurgien maxillofacial et d'un chirurgien thoracique, comme le recommande le protocole des urgences à l'époque. Résultat radio-thorax, pas de volet costal, liquidien, arrivée de Dr Fofana, 19h à la clinique pour examiner le patient et décision fut prise pour faire le parage de la langue sous à sa sortie du bloc, nous avons proposé une hospitalisation que le malade a déclinée. Bien. Monsieur Marcel Guilavogui, il ressort du dernier paragraphe de ce rapport de garde que vous avez décliné l'offre d'hospitalisation qui vous a été proposée par le médecin. Pourquoi? J'ai décidé comme ça. Voilà, j'avais posé cette question. Vous avez décidé comme ça parce qu'en vérité, vous ne souffrez pas. N'est-ce pas? Je souffrais, mais j'ai décidé... Un patient qui souffre atrocement tel que vous avez décrit le mal que vous avez subi à cette audience, est-ce que ce patient peut refuser l'hospitalisation qui lui est offerte par le médecin? C'est le procureur, vous-même, vous avez lu que tout ce qui est passé, tout ce qui est écrit. Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous avez lu tout à l'heure tout ce qui est sous papier, tout ce qui est écrit par les médecins. C'est moi qui ai décidé de ne pas rester à l'hôpital, de continuer les soins. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur un point. S'il vous plaît. Je sais que si vous n'êtes pas orienté, vos déclarations seront spontanées et véridiques. Et donc, M. Marcel, je voudrais qu'on se mette sur un point. S'il vous plaît. Vous dites? Je voudrais qu'on se mette sur un point. Qu'on se mette d'accord sur un point. S'il vous plaît. Moi, j'ai fait un accident. Oui, voilà. Mais est-ce que ça en valait le coup d'être hospitalisé? Ça en valait la peine? Le médecin a confirmé que je devais être hospitalisé. Oui, le médecin a confirmé. Mais vous, vous avez demandé à rentrer pas à la maison, mais au service. Est-ce qu'en réalité, vous souffrez? Oui, je souffrais. Est-ce que ce n'est pas votre responsabilité dans le carnage? Non. Du 28 septembre qui vous a effrayé au point que vous avez voulu établir un pont entre votre maladie et les faits cruels qui ont été constatés le 28 septembre au stade. Non. Monsieur Marcel. 2008. Comme à l'accoutumée, à 8 heures donc, j'ai pris mon garde du corps, comme vous le savez, mon chauffeur, et comme je logeais à Duxine, je suis allé chez moi, ou je partais chez moi, vers Bambeto. J'ai vu un attroupement de personnes, mais non hostiles. J'ai continué mon chemin vers Amdala également. Le même dispositif était là. Il y avait des policiers qui étaient là, il y avait les gens qui étaient regroupés, mais il n'y avait pas d'affrontement. Et je suis allé chez moi.
J'ai voulu prendre le déjeuner, mais chemin faisant déjà, j'ai appelé l'un de mes hommes, qui est le colonel Blaise Goumou. Je lui ai dit, alors je viens à la maison. Mais on me dit déjà par Taliki qu'il y a les attroupements devant Dixine. Alors je vais aller les sensibiliser, je pense qu'ils n'ont pas compris le contenu des communiqués, les différents communiqués qui demandaient un report juste de cette manifestation pacifique, comme il le disait, ou la remettre soit le lendemain ou les jours suivants, pour des questions que vous connaissez. Le 28 septembre est une journée fêtée, fériée, chômée et fériée en République de Guinée, pour des raisons que c'est le jour qui a annoncé, s'il faut dire, notre souveraineté et notre indépendance. Monsieur le Président, c'est ainsi que je suis allé à domicile. Chemin faisant, j'ai trouvé un attroupement vers l'esplanade du stade de 28 septembre. Cet attroupement, vous avez une clé USB que j'ai remise à mes avocats qui vont vous exhiber au moment venu. Et si on peut le passer en ce moment, ça me ferait vraiment un grand plaisir. Monsieur le Président, comme tout le monde l'a vu et tout le monde l'a entendu, je suis descendu de ma voiture. Un chauffeur, un garde des corps, comme j'ai été toujours d'ailleurs. Je suis descendu de ma voiture, les gens m'ont accueilli avec applaudissements. Cet applaudissement m'a permis, cet enthousiasme m'a permis de m'adresser à ce monde qui venait, mais juste devant, il y avait un monde fou derrière que je ne voyais pas trop parce que la file était longue. Je me suis adressé vers les 10 heures à ces gens, dans l'enthousiasme là, dans l'applaudissement. Je les ai dit ceci. De laisser Dadi, c'est d'un côté, les leaders de l'autre, mais c'est la République qui gagne quand on est en paix. Et que l'applaudissement qu'ils m'ont réservé est bien compris, mais la solution était que nous soyons tous dans la dynamique de fêter ensemble les mains dans les mains. Je suis resté dans ça, comme vous avez vu sur les CD, ou certainement sur YouTube. Il y avait un bouhaha. Ceux qui étaient devant me comprenaient, chacun applaudissait. Entre-temps, j'étais avec le chef de quartier de Dixine, qui est cité d'ailleurs comme témoin. Les gens, ceux qui étaient devant, avaient compris, parce que l'applaudissement continuait. Entre-temps, quelqu'un m'a dit que les leaders étaient du côté du stade, du côté de l'université Gamal. Au lieu de continuer à parler avec les gens, la voix ne portait pas, et je n'avais pas de micro non plus. Il était question alors d'aller vers les leaders qui se trouvaient de l'autre côté, aller m'adresser à eux pacifiquement. Je pense que les lieux étaient jonchés de journalistes. Je pense que les preuves aujourd'hui, en termes d'image, sont disponibles. J'ai été rencontrer les leaders. Quand je suis descendu, j'ai vu sur place là-bas, en provenance, selon eux, de chez Feu Jean-Marie Doré, où ils étaient en réunion avec les leaders religieux. Je les ai rencontrés. Alors, dans notre débat, j'ai dit à mon grand frère, comme je l'ai toujours dit dans notre conversation, parce que j'ai eu à discuter avec simplement M. Sidiak Touré, les autres étaient là simplement comme observateurs, mais tout le monde nous écoutait parce qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Je lui ai dit, grand frère, je pense que les communiqués qui ont passé, vous avez tous compris. Il dit oui. Mais je viens d'être saisi que de cause à déjà, Amdalaï jusqu'à Bameto, et Bameto jusqu'à Amdalaï, jusqu'à maintenant où nous sommes arrêtés, que tout a été complètement saccagé. Les citoyens ont été vandalisés,
il dit c'est extrêmement grave cela lorsqu'on est en train lorsqu'on a à avoir affaire aux gens qui sont appelés à gérer ce pays-là un jour. Le grand frère Sidia m'a répondu que nous sommes dans une république, qu'on peut casser tout aujourd'hui et puis demain on peut reconstruire. J'ai dit mais si on continue à casser de la sorte, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Monsieur le Président, c'est sur ça que nos discussions étaient. Il est demandé s'ils ont écouté les communiqués. Il est demandé si l'appel du président d'Addis à l'époque du CNDD avait tardivement la nuit, si lui, il n'avait pas compris le bien fondé. Il m'a dit que pour le moment, il veut faire une déclaration et il veut s'en aller. De fil à aiguille, comme vous avez écouté, on s'est compris. On s'est compris sur quoi? Il était question de libérer tous ceux qui se sont rendus coupables des casses ce jour et en contrepartie et reporter, parce que moi-même j'ai insisté, même si c'est demain. Même si c'est demain le 29, au stade de Nongo, parce qu'ici, là, il y a un match qui est en préparation, au stade de Nongo, moi je peux vous accompagner comme il l'a toujours fait. Alors, je pense qu'on s'était compris, et j'ose croire qu'on s'était vraiment compris. Parce que la conclusion était, nous allons vers nos militants pour aller les expliquer ce que nous avons entendu, nous avons retenu ici, mais en contrepartie, il est question, c'est frère Célou Dalin qui a posé ce problème, et là Célou Dalin, en contrepartie, il est question que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. J'ai dit que je ne sais pas si quelqu'un est arrêté, mais ceux qui étaient déjà avec un pick-up policier ou pick-up policier qui était à côté, j'ai tout de suite, pour les questions de paix, j'ai dit aux policiers, libérez ces gens-là, si c'est ceux qui peuvent amener la paix. Je pense que dans l'ordre d'opposition, certainement, s'ils n'ont pas occupé la partie, je pense qu'ils doivent normalement revenir sur ça. Les gens ont été libérés aussitôt devant eux, une manière de leur rassurer que ce qui est de notre côté, qu'on va vraiment accomplir cette mission pour que la paix vraiment règne, pour que la journée soit une journée vraiment fériée pour tous. Ainsi, c'est là-bas qu'on s'est quitté. Moi, je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi, et rapidement prendre une douche, je cherchais à déjeuner. À l'époque, je n'avais qu'un enfant. Ma femme était encore jeune. Et j'ai pris, juste causer avec madame, il dit que, écoutez, la situation sur le terrain n'est pas bien. J'ai pris un engagement, je vais vers CMS. De passage, je suis venu vers la CMS. CMS, je n'ai trouvé personne. Je l'ai dit dans ma déposition. Personne arrêté. Donc, chemin faisant, parce que mon bureau était au camp, juste à la sortie vers l'Imaya. Chemin faisant, j'ai appris qu'un groupe de militaires était venu. Et que ce groupe de militaires a fait irruption dans la zone. La première question que j'ai posée dans le stade, mais donc les leaders sont au stade. Et oui, ils sont au stade. Mais on avait déjà conclu quelque chose. Ah non, je pense que le public, ils n'ont pas pu convaincre les gens. Ils sont au stade. D'après toujours le talqui. Je me suis dit d'accord. J'étais dans le dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer le rôle du soldat? Ou est-ce que si quelqu'un me dit tout maillé au stade avec des hommes, est-ce qu'il faut risquer la vie et revenir? J'étais obligé. Je dis bien, j'étais obligé d'accepter de jouer le rôle du soldat. Car la tenue que nous revêtons, nous la portons dans le but de préserver la vie des autres, même si ça doit nous coûter la vie. Donc, c'est ainsi, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et comme vous le savez, le CNDD a maintenant, si ce n'est pas pour aller pour les missions difficiles en forêt, moi j'ai toujours un chauffeur, un garde du corps dans ma voiture. Tout le temps de Alpha Condé, les gens peuvent vraiment le témoigner aussi. Je suis venu sur le terrain. En allant, je suis descendu de la voiture où se trouvaient policiers et gendarmes, dont le directeur Farima. Lui-même m'a poussé, il ne faut pas rentrer. Connaissant que Touma et moi, on ne se parlait pas, avant cela. Et pour cause. Vous savez, un jour, nous sommes
en janvier et février 2009. Quand le domicile de l'âge Célou Dalin et sa femme ont été l'objet de visites et de pillage des bérets rouges, moi étant à l'époque chargé de grand banditisme, j'ai ouvert une enquête. Et l'enquête a abouti à quoi? Que c'était des bérets rouges du régiment commando. Ce n'est pas suffisant. L'enquête a continué et on a abouti, je pense que le parquet à l'époque de Dixine ne dira pas le contraire. Donc nous avons abouti effectivement aux éléments qui ont effectivement passé à l'action. Et nous avons arrêté 9 bérets rouges parmi les éléments de Touma, parce que c'était celui qui était le commandant, je veux dire bien, du régiment commando. 9 bérets rouges arrêtés, PV fait, et je pense que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Quelqu'un, des gens m'ont conseillé, il faut le libérer, le monsieur il va t'attaquer, il n'a qu'à m'attaquer, parce que la loi c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais à Kamsa pour une mission d'identification des bateaux qui servaient de transport de drogue. C'est là-bas on m'a appelé pour dire, si tu ne viens pas aujourd'hui, je pense que le groupe de Touma veut attaquer notre service. J'ai demandé le pourquoi. Ils m'ont dit, le pourquoi était simple. Ils veulent libérer les 9 bérets qui sont en prison. J'ai dit non, ça c'est impossible. J'ai automatiquement pris ma voiture, je suis rentré ici la nuit. Et le matin, comme le bruit qui m'a été annoncé, je n'ai pas vu d'indice, le matin je suis venu à mon bureau en ville ici. Entre-temps, vers les 11 h, ce jour-là, je vais dire, j'ai été appelé de venir, qu'il y a un accrochage entre les hommes de Touma et mes hommes. J'ai pris ma voiture, je suis parti au camp. J'ai trouvé, le capitaine Dadis m'a même appelé pour dire ce que tu as fait pour ne pas que ça tire entre nous ici. Je pense qu'il faut le libérer, on va le reprendre après. J'ai dit non, je ne peux pas le libérer. Pour rien au monde, je ne peux libérer ces gens-là qui ont piégé un leader, c'est un citoyen, et qui n'a rien fait. Ça, ils se sont rendus coupables d'un fait répréhensible. Il faut qu'ils aillent répondre devant la loi. Je pense que, naturellement, comme on me dit, je suis têtu. Je pense que ça m'a coûté un peu la quinine parce que Touma n'a pas laissé son offensive et même les hommes étaient encore là à leur défensive. Je pense que ça a pris un moment où le capitaine Dadis, pour raison de stabilité, pour ne pas qu'un tir parte de notre affrontement, était venu lui-même. Les photos aussi sont disponibles. Il est venu en tant que président. Il a dit, écoutez, il s'est mis entre les deux groupes qui étaient en accrochage. Et il les a dit que maintenant, on libère, vous savez que vos hommes n'ont pas bien fait. Mais, pour question de stabilité, pour ne pas qu'un autre problème surgisse entre nous, je vais les libérer. Moi-même, je vais ordonner de les libérer, mais ils seront arrêtés après. Et moi, là, complètement, j'étais pas à l'aise. Mais il n'a pas procéduré. Il ne pouvait suivre que l'équilibre entre la chose pour vraiment continuer à résister. C'est ainsi que les gens ont été libérés, mais contre mon consentement. Et depuis ce jour, je pense que Touma et moi, on se regardait en chaîne de faïence. 3 jours après, c'est le général Sekouba qui m'appelle. Vous savez, mon département au départ, c'était vers Koza, un bâtiment isolé vers Koza là-bas, dans la cour du régiment commando. C'est ainsi que le général Sekouba m'appelle et me dit Tchekro, il faut qu'on se voit. J'ai été répondre à l'appel du général. Et elle me dit, à partir de l'instant, on a compris, toi avec ta procédure, vous ne pouvez pas vous comprendre avec nos éléments là. Le mieux, il faut qu'on te fasse sortir de la cour pour aller vers Yimaya, un bâtiment isolé, le B13. Vous allez rester là-bas 2 semaines avec ta procédure. La façon d'aborder, j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment une réalité, mais j'étais choqué. En réalité, si Théo est là, il va le témoigner parce que je l'ai dit, il m'a dit, ah, dis donc, calme-toi. J'ai dit, mais dis donc, on ne peut pas me faire sortir dans le camp à cause d'un lieutenant, alors que moi j'étais capitaine 1, j'étais secrétaire d'État 2, et 3, je ne faisais que la procédure.
Donc, mais on m'a fait sortir. L'ordre a été donné à l'époque à l'intendant général qui a aménagé l'endroit. 2 jours après, il était obligé de prendre mes hommes et on a déménagé en dehors de la cour du régiment commando pour aller maintenant désormais, s'il faut dire, exercer notre mission. Alors, voilà, imaginez-vous, de ce moment jusqu'au moment du 28 septembre, Toumba et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Parce qu'il y avait d'autres antécédents que tout le monde savait. Quand les gens prenaient les voitures volées, ils rentraient dans le camp avec, et les bérets rouges sont brigandés, et puis c'est nous qui partions retirer ces voitures-là pour remettre aux citoyens. D'autres citoyens me regardent aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Donc, Monsieur le Président, imagine-toi, quand quelqu'un est dans ce dilemme et qu'on dise que ce sont les mêmes éléments que tu as certainement arrêtés à un moment donné et qui sont dans un stade qui dit quoi, je ne sais pas, et que dans ce stade, il y a des coups de feu, et que toi, en tant que soldat, tu es appelé par un devoir, que tu viennes là-bas pour secourir quelqu'un, il faut être quelqu'un vraiment, je pense que, qui est, certainement, ce n'est pas une folie, mais qui est meurtri de patriotisme pour y être. Parce qu'être soldat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a un devoir qu'on doit accomplir. Donc, c'est ainsi que je suis venu sur le terrain. Et quand je suis venu sur le terrain, je pense que la première personne que j'ai vue, après avoir résisté avec Farima qui ne voulait pas que je rentre, je reviens sur la chose, je lui ai dit de me laisser rentrer. Il dit que si tu rentres, ils vont tirer sur toi. J'ai dit d'accord, ils vont qu'à tirer, on va voir. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré en courant, franchement, je pense que nous sommes au XXIe siècle. C'est tellement, il y a des images, c'est tellement, il y a des preuves. Et moi-même, j'en ai. Donc, quand je suis rentré, je pense que Dieu m'a donné la chance de croiser, parce que j'ai vu même avant même l'esplanade, avant que je rentre, parce qu'il y a 2 cours. Hein. Quand on dit stade, là, il y a 2 cours. Il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis rentré, j'ai trouvé qui? Le premier, en réalité, c'était le frère Elhaï Seydou-Dalein. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade. On s'est croisés à la porte. J'ai bien dit hein, que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je courais pour rentrer, pour sortir. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est Elhaï, que je tombe là-dessus. Il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Il dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victimes une première fois. On a mis ton domicile dans le sac, ça ne t'a pas dit quelque chose. Cette armée n'a pas sous contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on marchait. Il avait comment on appelle là? C'est-à-dire, à l'époque, là, au moment des faits, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. C'est quand je suis venu avec lui, à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean Madouré qui était en train de tabasser comme pas possible. J'ai dit au grand frère, tu m'entends? Lui-même m'a dit, voilà, je vous ai dit, attendez-moi. J'ai couru vers Jean Madouré. Mais à quelques mètres de Jean Madouré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué l'arme. Il m'a braqué l'arme. Il me dit, toi, il dit, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique. Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux? Tu fais un pas, on tire sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué l'arme, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le Président, je le recherche. Il m'a braqué l'arme. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce qu'en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi, que je ne peux pas identifier, parce qu'il faut imaginer, hein, dans un moment de toy-boy comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, c'est-à-dire que tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean Madouré, je l'ai pris. Si vous voyez ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, de côté là, c'est parce que Jean Madouré était complètement en sang. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore, d'aller en accrochage avec les militaires. Et vous voyez. Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime.
si je suis coupable. Parce que j'ai été amené 2 fois pour ça au Maroc, et je pense que mes reins là ne fonctionnent pas bien. Ça ne dit pas les reins comme vous le pensez, je parle de la hanche. C'est pas autrefois, sinon je suis un militaire, il peut faire 2 heures, 3 heures arrêté, mais après 1 heure tout là, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseye. Donc, pour vous dire entre parenthèses, c'était pour juste une parenthèse, j'ai pris l'exemple chose qu'on appelle là, frère d'Alain, on a continué, et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire si il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert, parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, Monsieur le Président, je n'ai pas lâché non plus les 2 éléments. C'est chemin faisant que les Baouri Otola sont ajoutés, on a pris ensemble, nous sommes partis. J'ai dit, ma voiture était déjà venue dans la cour, j'ai dit, il faut faire monter ces gens-là, on va à l'hôpital. Alors, pendant ce temps, quelqu'un m'a dit, dans l'euphorie là, parce que moi-même j'étais dans la voiture, quelqu'un m'a dit, les Sidia sont là, il dit, prenez-les, enlevez-les ici. Sidia, quand il sera là un jour, je sais qu'ils seront là, ils viendront notifier cela, ou ils l'ont déjà notifié, parce que je pense que tout le monde a écouté ce que ces leaders ont dit le lendemain, et moi, j'ai cru avoir vraiment accompli ce devoir de soldat. C'est ainsi que j'ai continué vers l'hôpital. Et puisque, comme Baouri a dit que j'ai conduit le véhicule parce qu'il n'y avait plus de place dans ma voiture. Et j'étais obligé de laisser ma place pour les autres et prendre le volant. Je suis un excellent chauffeur. Je suis venu à Mouraï Paré. C'est-à-dire, l'idée qui m'est venue directement à Mouraï Paré à l'époque, vous savez que c'était la clinique phare. Nous sommes venus à Mouraï Paré et instantanément, j'ai vu un groupe de bérets rouges. Mais la seule personne que j'ai remarquée, c'était Toumba. C'est bien dit, c'était Toumba. À Mouraï Paré. En réalité, il n'était pas le seul, mais j'ai remarqué au moins 2, 3, 4 pick-up, instantanément. Pendant qu'on descendait, le frère Célou Dalin, ou les premiers soins, les gens sont venus avec les brancards. Pendant qu'il était presque sur ce brancard, c'est en ce moment qu'on nous a entourés. Quand on nous a entourés, on a dit que si on continue, si le traitement, si on le fait introduire, ils vont faire péter la clinique. Franchement, je vous dis que je n'ai jamais peur de ma vie, ou dans ma vie. Mais ce jour, le cœur a vibré. Mon cœur a vibré. Je savais que si je tentais à insister, je pouvais en partir. Parce que l'antécédent qui est entre nous m'est venu dans la tête. En même temps, je me suis dit que, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai dit aux gens, remettez-les dans la voiture. Le Dalin a été descendu. Il a été encore remis dans ma voiture. Et je suis monté sur le pont. Sur le pont, je pense que c'est là-bas où la piste a été brouillée. Moi, je suis parti d'abord en ville, j'ai tourné un côté de côté. Je me suis dit de quelque part, comme l'autre l'a dit, comme Baoui le dit une fois, je faisais des stratagèmes dans ma tête pour dire où les envoyer, pour les mettre en sécurité. C'est ainsi que je suis venu, j'ai piqué sur le camp Sambouri, qui est vraiment un endroit bien sécurisé. C'est un grand camp. Je suis venu, on est rentré, les docteurs sont venus, les médecins et tout ce qui était en blouse là. Et j'ai dit aux gens, mettez-les urgemment en traitement, en soins préventifs, pour ne pas que quelque chose arrive à ces gens-là. Ils ont été tous installés. Et moi-même, je suis resté un peu longtemps. J'ai demandé aux gens, mais où sont les autres? Quelqu'un m'a dit non. Et les gens les ont envoyés vers, je veux dire ici, vers la gendarmerie. C'était ainsi que vers le soir, je suis remonté, après avoir donné les consignes au camp Sambouri, pour dire que, sauf ceux qui sont porteurs de blouse, sinon, aucun autre militaire n'avait le droit de visiter ces leaders. Et c'est en ce moment que je me suis retiré, je suis parti au camp. J'ai trouvé au camp là-bas les totos, j'ai trouvé vraiment un monde maintenant là-bas. Et j'ai trouvé le capitaine Dadis, président de CND à l'époque, vraiment en chaleur. Il criait, vraiment il était chauffé. Et j'ai fait mon compte rendu. Je pense que j'ai dit qu'il a demandé aussitôt. Donc ils sont là-bas, oui. Et personne d'entre eux n'est gravement blessé. Il dit oui, il y a le sang, mais je pense qu'ils sont vraiment, leur vie n'est pas en danger. C'est ainsi
qui m'a demandé de les accompagner, de ressortir avec le Premier ministre Komara, avec le ministre Koutoubou Sano, qui était le secrétaire général à l'époque de la Ligue religieuse, et de m'accompagner. Il fallait leur demander de bien vouloir se mettre en disposition pour aller à la clinique Pasteur à leurs frais. Je suis ressorti avec le Premier ministre Komara, accompagné par Koutoubou Sano également. Je suis revenu encore sur le terrain, leur dit de ces ministres Komara, Premier ministre Komara qui les a dit, écoutez, on est venu avec le Kona Tcheboro, il est question de vous envoyer, sur l'instruction du président d'Addis, à la clinique Pasteur à ses frais. Alors, ils n'ont pas résisté, les gens se sont mis à notre disposition, nous sommes partis à la clinique Pasteur, on les a déposés, et ceux qui étaient encore nouveaux du dispensaire qu'on appelait dans le temps PM3 à la gendarmerie, nous sommes repartis vers eux avec le Premier ministre Komara et le secrétaire général Koutoubou Sano. On les a dit de se mettre en disposition. Et ils sont venus encore. Ils se sont mis à notre disposition. Nous sommes venus. Ils ont été tous admis à la clinique Pasteur. J'y étais. Et c'est moi qui pilotais la mission en fait. Donc, pratiquement, j'ai mis une ceinture qu'on appelle le cordon sécuritaire autour de la clinique Pasteur jusqu'au matin. Jusqu'au matin, j'ai mis alors un cordon sécuritaire autour d'eux. Je pense que jusqu'au matin, il ne s'est rien passé. Il ne s'est vraiment rien passé et les gens ont reçu des soins, comme ils l'ont dit eux-mêmes, à travers les zones. Monsieur le Président, Monsieur le Président, voilà ce jour-ci, ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, moi, j'ai les films dans ma tête. Et je n'ai eu peur que chaque fois, quand je me couche là, ou à chaque fois, le 26 ou 27 septembre de chaque année, sur les 13 ans, et quand je fais le film dans ma tête, je me dis, c'est bien. C'est bien pour un pays d'accuser un innocent. Lorsque ma déposition a été demandée en 2012, lorsque le cours des juges d'instruction m'a reçu, la première des choses que j'ai posées à ces juges de cours d'instruction, je les ai demandé, est-ce que ceux que vous avez déjà entendus, qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Je pense que le pool m'a dit que les leaders ont bien parlé de toi. Aucune femme n'a parlé de toi dans le cadre de viol ou ceci ou cela. Alors, quel est alors le mobile de ma présence? Ils m'ont dit, non, tu viens d'abord de ça. Hein. Comme j'ai signé. Je suis un officier supérieur, je ne peux pas revenir sur ma signature, quel que soit le prix à payer. Heureusement, je les ai posé la question de savoir quel est le mobile de moi, ma présence ici. Bon, la non-assistance à la personne en danger, tout ça là, je pense que on ne pouvait pas me poser la question là ce jour-là. Ils m'ont simplement dit, alors certains vous accusent de ceci et de cela, et je pense que quand vous regardez mes SIR, en aucun moment, j'ai affirmé ce qui est mis sur mon dos. Mais ce qui a été paradoxal, et ce que je ne comprends pas jusqu'à maintenant, je les ai dit ce jour, si quelqu'un, par méchanceté des Guinéens, parce que le Guinéen est méchant, si quelqu'un parlait de moi, que j'ai commis un acte quelconque, hein, allant dans le sens contraire du droit, j'ai dit, j'aimerais que vous me confrontiez à l'intéressé avant de prendre votre décision. Parce que la loi, c'est la loi. Et j'ai été promis que je serai confronté à tous ou toutes celles qui viendra me porter un préjugé sur mon dos avant de prendre leur décision. Malheureusement. Malheureusement. Malheureusement.
Malheureusement, Monsieur le Président, quand l'ordonnance de renvoi est apparue en 2017, lorsque j'ai vu à l'intérieur de cette ordonnance, par l'intermédiaire de mon avocat, que j'étais effectivement accusé ou inculpé pour des faits de meurtre, d'assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat et assassinat, enlèvement, détention arbitraire, séquestration, torture, complicité de coups et blessures volontaires et violence volontaire. Et plus loin, qu'une certaine... Et plus loin, Monsieur le procureur, oui, Monsieur le procureur, c'est important que vous attendiez, hein. C'est important que ce passe. Et plus loin, Monsieur le Président, je pense que c'est une question de vie ou de mort. Ce dossier qui nous amène ici, c'est un dossier important. Donc, quand je suis dans ma fouille, permettez-moi, je vous connais déjà, vous avez la patience du python, permettez-moi de fouiller bien pour que vous soyez vraiment bien édifiés, pour éviter les mêmes erreurs que le pôle de juge d'instruction a faites. D'accord. Monsieur le procureur, j'ai été meurtri d'apprendre, dans la même ordonnance, que certains citoyens, par simple affirmation, comme une certaine Oumou Bari, un certain Mamadou Bailo So et Sieur Mamadou Bailo Diallo, m'auraient accusé qu'à ma présence, que mes hommes auraient tiré sur 2 militants et qui ont perdu la vie à l'esplanade du stade, et que moi-même, je me serais opposé à la récupération de leur corps. Cela m'a poussé à beaucoup réfléchir. Réfléchir sur où nous sommes. Réfléchir, est-ce que c'est possible qu'un Guinéen, malgré tout, peut penser que moi je peux commettre de tels actes? Et plus loin, ce qui est encore choquant et inhumain, une autre allégation, et ça me ronge jusqu'à présent, qu'un certain Mamadou Diallo a confirmé ou affirmé que moi-même je m'aurais rendu coupable de meurtre en tirant sur un militant. Devant lui, sans la moindre preuve, et les cours d'instruction ont validé cela. Ils l'ont mis dans l'ordonnance de renvoi, une manière d'impacter mon image, ma dignité, ma réputation, et mettre à l'eau tout ce que j'ai fait pour ce pays pendant les 14 ans. Monsieur le Président, je pense que cette ordonnance de renvoi, comme si c'était la Fatia, a impacté le colonel Djeboro. Voilà les passages qui méritaient les confrontations. Devant le cours du juge d'instruction, si on voulait vraiment faire un travail sérieux dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier, afin d'éviter les erreurs judiciaires, surtout qu'on parle d'état de droit. Alors que je les avais dit, messieurs, faites tout pour que je sois confronté à ces gens-là. Quiconque, une femme, un homme ou tous ceux qui veulent, qui peuvent m'accuser,
cherche en sorte que je sois confronté à eux avant de prendre, s'il faut dire, votre ordonnance et le renvoi. Monsieur le Président, voilà les choses qui me poussent à ne pas regretter ce que j'ai fait. J'ai un ami qui m'a appelé, avant que je ne vienne ici, qui m'a toujours appelé d'ailleurs, et qui me pose la question, pourquoi tu es venu à ce stade? Je l'ai dit tantôt que je suis soldat. Si ça tire encore demain à Madina, j'y serai. Tant que je ne meurs pas, moi je serai toujours devant les faits du genre. Peu importe ce qu'on dira de moi, je pense que la justice est là pour clarifier tout ça. Parce que nous sommes dans un monde qui est organisé. Nous sommes dans un état de droit. Ça a été ainsi. Lorsqu'un jour, nous sommes en 2016-2017. Lorsqu'un jour, c'était au temps de Saïdou Fofana, à la maison centrale ici, je sais que vous êtes tous au courant, quand un tir nourri s'est fait entendre ce jour là-bas. J'étais le premier là-bas. J'étais le premier. Aucun officier supérieur de ce pays ne te dira à l'époque qu'il est venu là-bas avant moi. J'ai été interpellé après que j'avais maîtrisé la situation avec le commandant qu'on appelle le commandant des garnisons de Conakry, le major Cissé. Après avoir maîtrisé la situation, après avoir identifié où le coupable, après avoir retiré l'arme, c'est en ce moment que tout le monde est arrivé. Et c'est en ce moment que le journaliste Hamzaba m'a posé la question. Il dit, mon frère, tu es un suicidaire. Je lui ai dit que je suis loin d'être un suicidaire, que je ne joue que le rôle de soldat, que vous avez encore les problèmes de 28 septembre sur la tête. Cela n'a pas fini. Tu viens encore vers un tir que tu ne sais pas qui est en train de tirer. Je lui ai dit, si ça tire encore maintenant demain, j'y serai. Peu importe ce que les gens diront, mais je serai en phase avec ma conscience. Monsieur le Président, ce jour, encore, je pense que c'est un jour qui doit être gravé dans la mémoire des Guinéens. Tout le monde était paniqué. Pendant ce temps, le colonel Teboro courait vers la maison centrale. Et tout ce qui a été fait ce jour, je pense à 80% était sous mes instructions. Donc, et une fois encore, on dit que ça, c'est le travail des soldats. Moi, je suis étonné que je puisse jouer un tel rôle. Et que les gens m'accusent de meurtre, d'assassinat et de complicité de toutes les autres infractions graves qui sont collées à ma personne. Monsieur le Président, je pense que je suis vers pratiquement la fin, mais je vais simplement vous dire que j'ai cru et j'ose croire avoir joué un rôle. J'ai cru et j'ose croire jusqu'à présent avoir joué un rôle de soldat, de républicain, de soldat qui a revêtu la tenue pour sauver les citoyens. Monsieur le Président, ce qui me travaille, je n'arrive pas à comprendre, et ça me travaille jusqu'à présent, que des Mamadou m'ont accusé pour mon baril. Je voudrais, avec votre permission, que ces gens viennent ici à la barre, qu'une confrontation soit faite, que ces gens m'exhibent les preuves ici, pour que, je ne parle même pas de ceci seulement, parce que même les juges d'instruction, je pense qu'ils doivent revoir leur position. Parce que ce que j'ai vu écrit dans l'ordonnance de renvoi est un moyen de démontrer